C'est la frontière elle-même qui vacille. La ligne fragile entre deux nations s'embrase, non pas sous les coups d'étrangers, mais à cause de ceux censés préserver la paix. Lorsque la nuit tombe à Defita, qui est vraiment l'ennemi? Dans ce village perdu à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, la peur ne vient plus seulement des groupes terroristes. Elle s'infiltre là où l'on croyait être protégé. Il est 2 heures du matin. Defita dort encore quand soudain, des coups de feu éclatent. Les maisons s'embrasent, les animaux s'enfuient dans l'obscurité. Au petit matin, le bilan est terrible. 4 morts, une femme grièvement brûlée, un villageois introuvable. Mais ici, les soupçons ne se tournent pas vers les habituels djihadistes. Non. Cette fois, les regards accusent une autre menace, la milice des volontaires pour la défense de la patrie du Burkina Faso. Une force paramilitaire formée pour défendre les villages contre le terrorisme, désormais soupçonnée d'avoir attaqué ceux qu'elle devait protéger. Pour comprendre comment la situation a pu basculer de la protection à la menace, il faut revenir sur le contexte explosif de cette région frontalière et sur les jeux de pouvoir qui manipulent la peur au profit de quelques-uns. Derrière chaque porte barricadée, une question ronge les esprits. Peut-on encore faire confiance à ceux qui portent l'uniforme? Car dans ce chaos, ce n'est pas seulement la sécurité des habitants qui est en jeu, c'est la confiance dans les institutions, l'espoir d'une vie normale, la promesse que les gardiens ne deviendront jamais les prédateurs. La frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso n'a jamais été aussi tendue. Autrefois, elle résonnait des échanges, des rires, des marchés animés. Mais aujourd'hui, elle est devenue une ligne de fracture, où la méfiance et la peur dictent chaque geste. Dans cette zone fragile, le Burkina Faso a choisi de s'appuyer sur une solution radicale, la création des volontaires pour la défense de la patrie, ou VDP. Ces miliciens, souvent issus des villages eux-mêmes, devaient pallier l'absence de l'État face à la menace djihadiste qui sème la terreur depuis des années. Mais cette idée, censée protéger, a rapidement montré ses failles. Des unités VDP se sont multipliées, parfois incontrôlables. Les témoignages d'abus sont nombreux. Vols, violences, règlements de compte. Pour beaucoup de civils, les protecteurs se confondent désormais avec les prédateurs. La région est aussi le refuge de plus de 72 000 Burkinabés. Hommes, femmes et enfants ont fui la violence djihadiste, cherchant asile de l'autre côté de la frontière, en Côte d'Ivoire. Leur présence bouleverse le fragile équilibre local, réveillant parfois d'anciennes rivalités. Ce lien entre les deux pays, vital pour l'économie locale et la cohésion sociale, vacille. Chaque incident, chaque rumeur entretient la peur d'une rupture définitive. Les tensions identitaires montent, menaçant de transformer la frontière en barrière infranchissable. Mais ce contexte explosif va bientôt se transformer en crise ouverte, lorsque la violence déborde et que les accusations croisées s'enchaînent. Dans ce climat de méfiance, la moindre étincelle peut embraser toute la région. Car derrière la lutte contre le terrorisme se cachent aussi des jeux de pouvoir et d'influence qui mettent en péril la vie quotidienne de milliers de familles. Quand la diplomatie s'enflamme, chaque geste devient une provocation. Ce qui n'était hier qu'une tension latente va basculer. Une nuit, la violence franchit la ligne. Et tout change irrémédiablement. La même nuit que l'attaque de Defita, 6 fonctionnaires ivoiriens disparaissent à la frontière. Des hommes armés, vêtus d'uniformes disparates, surgissent dans l'obscurité. En quelques minutes, les agents sont capturés, ligotés et embarqués vers une destination inconnue. Le choc est immédiat. Alors que la peur s'empare des villages, la Côte d'Ivoire crie à la provocation. À Abidjan, le ton monte. Pour le gouvernement ivoirien, c'est un affront inacceptable et une agression contre la souveraineté nationale. Les ministres exigent la libération immédiate des otages, dénonçant une atteinte grave à leur mission humanitaire. Tandis que l'opinion publique s'embrase, les plateaux télévisés résonnent d'indignation. Rester silencieux, ce serait trahir la nation. Les médias africains et occidentaux s'affrontent à coups de récits contradictoires. Pour les uns, la Côte d'Ivoire protège des réfugiés et subit une provocation inacceptable. Pour les autres, le Burkina Faso agit en héros assiégé, luttant contre la déstabilisation orchestrée de l'extérieur. Les débats se multiplient, chaque version creusant le fossé entre les deux nations. De l'autre côté de la frontière, le Burkina Faso riposte. Ouagadougou accuse Abidjan d'ingérence et de complicité avec des groupes suspects.
Le président burkinabé Ibrahim Traoré saisit l'occasion pour renforcer son image de rempart contre l'ingérence étrangère. À la télévision nationale, il promet de défendre la souveraineté du pays contre vents et marées, transformant la crise en outil de légitimation politique. Dans ce climat électrique, les conséquences dépassent rapidement la simple rivalité entre gouvernements. Mais au-delà des discours, la population souffre. Dans les villages frontaliers, la peur est devenue quotidienne. Les marchés se vident, les familles n'osent plus traverser la frontière, et les communautés se replient sur elles-mêmes. Chacun redoute d'être le prochain sur la liste des disparus. À mesure que la crise s'envenime, ce sont les frontières elles-mêmes qui se fissurent, laissant place à l'incertitude et à la peur. Mais derrière l'agitation diplomatique, qui protège vraiment les civils pris en étau? Derrière les menaces diplomatiques, une rupture totale semble possible. La suspicion s'installe partout, alimentée par les rumeurs d'escalade militaire. À chaque incident, le spectre d'une guerre ouverte plane sur la région, menaçant la stabilité, l'économie et la dignité des habitants, pris au piège d'un jeu politique qu'ils ne contrôlent pas. Et si, dans l'ombre du chaos, un autre danger se préparait? À mesure que la crise s'enracine, certains groupes extrémistes avancent leurs pions dans les interstices du conflit. Là où l'État faiblit, où la peur règne, ils recrutent, imposent leurs lois et exploitent la méfiance grandissante entre voisins. Aujourd'hui, les camps de réfugiés, autrefois havres de vie, se transforment en territoires de soupçons. Les ONG tirent la sonnette d'alarme. La stigmatisation s'étend. Des familles entières vivent chaque jour sous le regard accusateur de ceux qu'elles pensaient amis ou alliés. Pour les habitants des villages frontaliers, la situation n'est plus une question d'idéologie ou d'alliance politique, c'est tout simplement une question de survie. Chacun veille désormais sur sa propre maison, sur son bétail, sur ses proches, sans compter sur les promesses venues de la capitale ou de l'étranger. Malgré les appels au dialogue, les efforts de médiation régionale échouent à calmer la défiance. Les discours officiels résonnent dans le vide, pendant que, sur le terrain, la coopération antiterroriste se désagrège. Chaque incident attise le feu de la suspicion, fige un peu plus les frontières et isole ceux qui vivent dans l'incertitude. Mais alors, face à cet engrenage de violence et de peur, qui défend vraiment les populations? Découvrons comment, malgré tout, certains refusent de céder à la fatalité. Le risque est immense. Perte de contrôle sur toute la région, retour brutal des groupes djihadistes, effondrement du tissu social entre communautés frontalières. Ce chaos nourrit l'instrumentalisation de la peur, où le moindre geste, le moindre déplacement peut être interprété comme une provocation. Dans ce climat de tension extrême, la vraie tragédie se dessine, l'oubli progressif des enjeux humains. Derrière chaque affrontement, chaque déclaration, ce sont des vies brisées, des enfants sans école, des familles séparées, des villages vidés de leur sens. Au-delà des slogans, quelle solution pour éviter que l'histoire ne se répète? C'est ici que les discours ne suffisent plus. Il faut des actions concrètes pour empêcher un nouveau cycle de violence et ramener la confiance sur ces frontières meurtries. D'abord, il est urgent de renforcer la supervision internationale et la transparence sur les actions des milices. Ces groupes ne doivent plus opérer dans l'ombre. Chaque intervention, chaque déplacement armé devrait être documenté et accessible à des observateurs indépendants. Cela ne protégera pas seulement les civils, mais découragera les dérives et l'impunité qui alimentent la peur. Ensuite, la création de mécanismes de dialogue entre les populations, les autorités nationales et les organisations humanitaires est indispensable. Trop souvent, les décisions sont prises loin des villages concernés. Redonnons la parole à ceux et celles qui vivent, chaque nuit, la crainte de la prochaine attaque. Construire la paix, c'est avant tout écouter les premiers concernés. Il faut aussi s'attaquer à l'instrumentalisation politique du sécuritaire. Tant que la peur sert d'alibi au pouvoir, les victimes seront oubliées. Exigeons une approche centrée sur les droits humains, la justice et la restitution de la dignité aux familles qui ont tout perdu. La sécurité ne doit jamais être un prétexte pour piétiner les libertés fondamentales. La coopération transfrontalière doit dépasser les intérêts politiques immédiats. Créer des réseaux d'alerte, des patrouilles mixtes et des forums permanents entre les deux pays permettrait d'anticiper les tensions et d'éviter que les extrémistes ne profitent du vide. Qui portera la responsabilité du prochain drame? Les milices, les gouvernements ou l'indifférence générale?
Mais tout cela ne peut commencer que si chacun refuse de se taire face à l'injustice. Car le silence, lui aussi, tue. Il alimente les abus et laisse la peur dicter nos vies. Car l'enjeu est immense. Soit la région bascule dans un nouveau cycle de violence, soit elle devient un modèle de résilience et d'innovation en matière de sécurité humaine. À nous de choisir, collectivement, de ne plus détourner le regard. Enfin, la résilience de la région passera par la reconnaissance et le soutien des efforts locaux pour la paix. Les populations frontalières ne sont pas seulement des victimes, elles sont la clé de la solution. Redonnons-leur les moyens d'agir, de veiller sur leur propre sécurité, d'alerter et de dialoguer sans crainte de représailles. Ce qui s'est passé à Defita n'est pas un simple accident de frontière ou une erreur de commandement. C'est le résultat d'une mécanique bien plus vaste, où la peur devient une arme politique et où les civils sont pris au piège, sacrifiés sur l'autel de la souveraineté et de la méfiance. Refuser d'écouter les alertes, c'est condamner les innocents à revivre l'horreur. C'est faire du silence une complicité. Et c'est permettre que la prochaine tragédie ne soit plus une exception, mais une fatalité. À force d'ignorer les premiers signaux, de détourner le regard devant les abus, nous avons laissé les lignes rouges devenir floues. Les milices, censées défendre, deviennent parfois les bourreaux. Les autorités, enfermées dans leurs récits, oublient que chaque décision prise loin des villages façonne le sort de milliers de familles. Mais alors, qui porte la faute quand tout bascule? Les groupes armés qui sèment la terreur? Les dirigeants qui misent sur la force plutôt que sur la confiance? Ou bien nous tous, qui, par lassitude ou éloignement, acceptons que la violence devienne la norme aux marges de nos sociétés? Chacun de nous porte une part de responsabilité, individuellement, en refusant l'indifférence. Collectivement, en exigeant des comptes, en soutenant ceux qui œuvrent pour la paix, en donnant la parole à ceux qui vivent dans l'ombre du conflit. Parce qu'ignorer ces alertes, c'est laisser la violence s'installer durablement et abandonner à leur sort des communautés entières qui n'aspirent qu'à vivre en sécurité, dans la dignité. Alors, la prochaine fois que la frontière s'embrase, la question ne sera pas seulement qui a tiré le premier, mais qu'avons-nous fait ou pas fait pour empêcher que la voix des civils ne soit de nouveau étouffée.